Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T pour une émission tout à fait exceptionnelle cette semaine puisque votre chaîne Public Sénat fête ses 15 ans d'existence. Qui dit 15 ans dit département numéro 15, bienvenue dans le Cantal. Je vous propose une promenade avec des artistes très différents. Il y aura de la peinture, de la littérature, des artistes contemporains, de la chanson. Mais sans plus attendre, direction le centre historique de la ville d'Aurillac pour y rencontrer l'auteur de bande dessinée Ulysse Malassagne. All set? Let's go. J'ai quand même deux parents qui sont artistes aussi, donc un père comédien, une mère peintre, ce qui fait que très tôt je baignais là-dedans et je dessinais du coup beaucoup avec ma mère. Et je me rappelle énormément des carnets de voyage que je faisais avec elle quand on partait en vacances. Elle m'incitait à avoir un carnet et puis à raconter ce que je faisais en BD ou en dessin, avec des collages, choses comme ça. Et je crois que c'est un des premiers souvenirs que j'ai de dessin. Ouais. J'ai continué à dessiner jusque dans mes cours que je prenais par exemple à l'école ou au collège, où du coup je prenais des notes en faisant des dessins dans les marges, des choses comme ça, et où j'ai eu la chance de tomber sur des profs qui m'ont encouragé justement à utiliser ça pour prendre mes notes et pour retenir des choses. Parce que ouais, je faisais que ça, quoi. C'est-à-dire au lieu de noter les cours d'histoire, je dessinais Napoléon et j'illustrais ce que j'avais entendu, quoi, en fait. J'ai l'impression de faire de la BD parce que j'ai envie de raconter des histoires, parce que j'ai envie de raconter ce qui se passe dans ma vie, parce que j'ai envie voilà, c'est un peu, à travers mes BD, j'essaie de parler de moi, de parler de ce que je pense du monde, de la vie en général et tout ça. Et jusque dans les BD que je fais, qui sont peut-être plus de la fiction, même des histoires un peu fantastiques et tout, je mets des parts très personnelles. Donc oui, naturellement, pour moi, je dessine parce que j'ai envie de raconter des choses. Je fais partie un peu de cette génération qui a grandi à la fois avec ce que propose le Japon en art populaire, l'Amérique aussi avec les comics, et la France donc avec les Astérix et compagnie, et puis tout ce qui se fait maintenant qui est très très varié. Et du coup, Kairos, c'était une manière un peu justement de me projeter moi-même dans ce genre de monde-là que qui m'ont inspiré, quoi, finalement, les films de Miyazaki, des choses comme ça. Voilà, Kairos, ça venait vraiment de cette envie-là. Les bandes dessinées, je peux les faire tout seul. Tandis que les dessins animés, il faut des équipes de gens avec qui travailler parce que le travail est beaucoup plus conséquent. Donc j'ai l'impression que quand je fais de la bande dessinée, c'est toujours un peu plus personnel que quand je fais du dessin animé puisque c'est un travail de groupe et d'équipe. Après, il y a le mouvement dans le dessin animé qu'on ne retrouve pas forcément dans la BD, mais c'est quelque chose que j'essaie de rendre en bande dessinée aussi. Et souvent, c'est ce qu'on me dit en lisant Kairos et tout, c'est que j'arrive à donner du mouvement aux personnages, dans les cases et tout. Et c'est quelque chose qui vient du dessin animé, c'est que j'essaie de retranscrire ça avec d'autres astuces du coup qui sont des techniques inspirées aussi du manga encore une fois parce que c'était très fort aussi dans justement rendre le mouvement dans des cases par tout un langage de traits et de déformations aussi. Le début de Kairos pour moi se situe dans le Cantal, c'est pas dit mais voilà, ça démarre à la campagne avec un couple qui va dans une petite maison prendre des vacances. Et la maison est même inspirée d'une maison d'un de mes potes qui habite dans le Cantal, un peu perdu. Voilà. Et donc oui, ça c'est une autre source d'inspiration, c'est forcément le Cantal, puisque moi j'ai grandi en me baladant dans les montagnes ici, voilà, dans ces environnements qui sont encore assez sauvages et assez préservés. J'étais dans un collège qui était perdu dans la campagne, dans un petit village. Et du coup, encore aujourd'hui, ouais, je m'en inspire énormément quand je travaille. Ouais. D'autant plus que justement, je crée des liens dans ma tête entre les paysages que je voyais là, hyper verdoyants et tout, et ce que je pouvais voir dans le dessin animé japonais, encore une fois, et voilà, ce genre de choses où ils montrent souvent beaucoup des paysages comme ça, un peu des paysages très verts, vallonnés. Voilà.
On continue de découvrir ce superbe département du Cantal. Nous sommes de retour dans le cœur historique de la ville d'Aurillac, où s'écoule derrière moi la Jordan. Et c'est à quelques pas d'ici qu'on va aller rencontrer Adam Wood. Ce chanteur est apparemment influencé par l'Amérique, Neil Young, la folk. Eh bien, on va aller lui demander. C'est parti. Salut Adam. Bonjour. Merci de nous accueillir merci à vous de dans venir. ton univers, à la fois Aurillac, la Exactement. ville, les petits tonneaux ici. Oui, j'ai passé un peu toute ma jeunesse. Voilà, toute ta jeunesse. Ouais. Ce lieu peut expliquer un petit peu, j'allais dire, ce que tu nous as fait écouter un instant. Ouais, bah, c'est lié. En fait, j'étais serveur ici et je vivais à l'appartement juste au-dessus. Donc voilà, je faisais pas mal la fête et je composais en même temps. C'est un peu là où j'ai lancé Adam Wood, un peu dans cette petite chambre. Tout seul avec la guitare, donc ouais, c'est assez intimement lié au projet dans tous les cas. Et puis en plus de ça, faut le dire, c'est le bar à mon tonton. C'est toujours important. Ce qui était facile pour un peu moins payer les cours. Évidemment. Donc non, bah, ça m'a un peu pas mal inspiré dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc ouais. Alors Adam Wood est né ici sur cette petite place en partie. Adam Wood, c'est un artiste moi. qui est influencé comment? Par qui? Par quoi? Beaucoup par l'Amérique en fait. J'aime voilà, beaucoup la musique américaine, que ce soit des années 50 à celle de nos jours, quoi, contemporaine. Et vraiment, un peu le père spirituel, c'est Neil Young. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il peut aussi bien jouer des ballades folk qui font pleurer au coin du feu que quasiment inventer le grunge quand il prend la guitare électrique. Et j'aime beaucoup ces deux univers-là qui se rejoignent, qui s'entrecroisent. Moi, le projet a toujours été ouvert sur plein de musique et j'aime juste dire que j'écris des chansons et qu'après elles vivent leur vie et je me mets pas de barrière. Ça peut être pop, rock, folk, soul, blues bien sûr, mais des fois tout ça à la fois. Et ouais, j'ai un papa qui est assez mélomane et qui a une grosse collection de vinyles, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et je suis né avec, j'ai toujours vécu avec ça, avec ces pochettes de disques, avec ces vinyles qui passaient à la maison et c'est venu tout à fait naturellement en fait. Alors quand j'ai écouté tes chansons, je te le dis, j'ai déjà été bluffé par cette qualité artistique que tu dégages dans ce que tu crées. Et je suis aussi bluffé, mais c'est l'aventure de notre émission, c'est de se retrouver ici, sur une place à Aurillac, dans le Cantal, et de découvrir des artistes comme toi. Le Cantal n'a jamais été finalement une barrière pour toi. C'était naturel d'aller découvrir l'Amérique dans ce que tu crées. Ah, bien sûr, mais ça a même été, je pense, quelque chose de vraiment lié aussi à ça et à cette musique parce que c'est vrai qu'on est une région qui est assez montagneuse, avec des climats assez marqués et on peut se croire au fin fond de l'Alaska quand on est en hiver, tout comme en Caroline du Sud en été. Donc non, je pense que ça vient aussi du fait qu'on est un peu coupé du monde, mais dans le bon sens, le temps est un peu arrêté ici. Et du coup, j'ai jamais voulu faire un style musical marqué par une tendance. En tout cas, j'ai toujours été déjà marqué par les musiques assez intemporelles, les trucs qui partent d'une guitare, d'une voix et qu'on jouera encore dans 50 ou 100 ans. Et je pense qu'on n'a pas cette peur du regard des autres ou cette envie peut-être de plaire à qui que ce soit, étant né ici et ayant vécu en tout cas une grande partie de ma courte vie. Mais ouais, ça désinhibe un peu, on va dire. Je pense que c'est ça.
parking lot on the block. But here has never been so lazy. It makes you go and wear the floor. J'ai remarqué, je ne sais pas si tu vas me le confirmer ou contredire, il y a quand même une forme de mélancolie, de poésie Ouais, bien plutôt. C'est très prosaïque ce que tu crées, mais c'est sûrement inhérent à la grande référence que tu indiquais, c'est-à-dire Neil Young. Ouais, c'est vrai que j'ai des textes toujours assez sombres, mais avec de la lumière au bout. J'aime bien définir ça comme ça. Même sur des chansons qui des fois sont assez enjouées, assez pop, sur mon premier album là, qui sont presque dansantes. Mais voilà, quand on gratte un peu, les textes, c'est vrai, sont assez sombres. C'est aussi lié à des périodes de ma vie. C'est vrai que voilà, il y a eu des moments où justement, quand j'étais ici, je voyais pas trop où aller, comment faire pour sortir de ça, parce que je n'avais pas de connaissances dans le milieu et j'ai vraiment dû me créer tout seul. Et c'est vrai que c'est beaucoup de phases de doute et de moments où on ne sait pas comment faire, où aller. Et puis ouais, après ça dépend des tempéraments. C'est vrai que je suis un peu enclin à la mélancolie comme ça. Donc ça me permet aussi, c'est un exutoire, ça me permet d'être une thérapie en même temps. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours très joyeux. Adam, merci à toi de nous avoir Merci accueillis à vous. dans ton univers. Et vous le savez, Culture T, c'est plein d'univers différents. C'est ce que j'aime conjuguer avec toute l'équipe. On va aller dans le sud du Cantal, à la frontière du Cantal. On va aller rencontrer un peintre, Claude Chéniaud, qui nous accueille en toute simplicité dans son atelier. Another worry that shaded, only rhythm to facade. All set? Let's go. C'est au sud du Cantal que l'on retrouve Claude Chéniaud. Claude est un gamin du bassin houiller de Decazeville dans l'Aveyron. Dans les années 50, il décide de devenir peintre pour s'éloigner de l'enfermement local et de rêver de Paris, y jouer, comme il le dit, les Rastignac. En 68, c'est le mois de mai portant sa robe révolutionnaire, une double étincelle pour l'artiste Claude Chéniaud. Dans les années 68, comme on dit timidement, j'avais refusé de continuer à peindre. Je vous passe les choses qu'on pouvait dire à l'époque. C'était une philosophie au sens le plus médiocre, c'est une tautologie, l'artiste unique, c'est quelque chose d'insupportable. Et à l'époque, j'étais un jeune prof à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Je mettais en place le département d'expression plastique à l'unité pédagogique d'architecture. Et je me voulais un plasticien de l'environnement. Surtout, il fallait être au service du public. Il n'était pas question de raconter ma petite histoire personnelle. Mais dans le même temps, je commençais mes premières empreintes, mes empreintes de corps. Et les empreintes de corps, quand même, sur un plan psychanalytique, c'est la défécation, c'est le retour à la merde, c'est le côté fœtal qui se met en même temps, que je cachais. Je faisais ça dans mon coin. Et à un moment, l'économie du sujet a pris le pas sur l'économie politique. Voilà. Et ça, c'est un parcours aussi qui est passé par autant une aventure intellectuelle que simplement le fait de faire de jolies peintures. Comme une révélation, les empreintes de corps de Claude Chéniaud sont devenues une signature, un moment, un phare dans sa carrière, une relation unique avec la matière. Si vous faites une empreinte de corps sur un sol dur et que vous mettez un papier, par exemple, à ce moment-là, les choses vont être empreintes par un effleurement. Si sous ce papier, je vais mettre une mousse, il va y avoir des éclats dans le papier qui vont se créer, qui vont perturber l'image, qui en même temps vont aussi la magnifier dans la mesure où les endroits où ça pèse vont éclater. Si je prends un drap, au contraire, et qu'à ce moment-là, j'enveloppe plus ou moins le corps en le faisant, il y a deux images qui naissent. Il y a l'image qui vient là, avec les plis du drap, et qui épouse plus ou moins le corps. Et en même temps, de l'autre côté du drap, il y a une autre image qui est en train de se créer. Mais résumer la création de Claude Chéniaud aux empreintes de corps serait une ineptie. L'artiste a de nombreux outils dans son atelier créatif, mais avec toujours ce lien indéfectible avec et pour la matière. Lorsque je dessine maintenant, il m'arrive de dessiner d'abord à la brosse métallique,
parce que j'agresse le support et lorsque je vais mettre un liant pictural dedans, ça va révéler le dessin que j'avais déjà apprivoisé au départ. Alors là aussi j'en parle parce que c'est du passé. Ce que je fais aujourd'hui, j'en parlerai beaucoup moins intelligemment sans doute, parce que je me confronte avec et que je ne sais pas, que c'est pas de l'ordre du langage. Par contre, ce que je sais, c'est que tant du point de vue du support que du matériau, que de l'image dans laquelle je suis, je rends compte du réel. Enfin, c'est le mien, hein, le réel. Une nature et des paysages absolument sublimes. On continue de découvrir avec vous ce département du Cantal. C'est désormais la direction du nord-est que nous allons prendre vers le village de Neuve-Église où nous attend notre prochain invité, l'écrivain et peintre Daniel Brugès. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de me recevoir, on va dire, dans votre antre, ce lieu qui transpire la culture, la création, l'art, c'est ça? Oui, c'est effectivement, le terme d'antre me convient tout à fait, d'antre, de caverne, un petit peu comme ces cavernes auvergnates que nous avons chez nous. Et c'est vrai que c'est vraiment mon lieu de création. Je me plais dans ce bazar, on peut utiliser le mot, donc des livres mal ordonnés, quelques tableaux en cours de réalisation. Bref, oui, le grand magasin où on peut trouver de tout au niveau de la culture. Comment vous pourriez expliquer aujourd'hui ce parcours lié à l'art, sur différentes formes, on va en parler. Est-ce qu'il y a eu une sorte de point de départ, de déclic, de désir dès l'enfance pour écrire par exemple? Oui, alors je crois que le premier des déclencheurs, ça a été mes enseignants de l'école publique primaire qui nous laissaient quand même des temps pour nous exprimer. Alors aussi bien au niveau des mots par de la poésie qu'au niveau du dessin. Et on avait aussi des activités artistiques. Je me souviens, il y avait un journal scolaire qu'on devait tirer à la main à la Ronéo, où il y avait des illustrations. Et je crois que ça a été un petit peu cela le point de départ. Et après, continuer par le collège, où là aussi j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui privilégiaient ces méthodes d'expression artistique, et donc où je me complaisais vraiment. Et puis par la suite, tous ces menus plaisirs, on va dire, de l'enfance et de l'adolescence se sont transformés en une véritable passion pour essayer de transmettre une mémoire, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais au moins une trace de ce département, alors par ses paysages, par ses hommes et ses femmes, et par son patrimoine, puisque c'est principalement là où se situe mon travail. Daniel, vous avez exploré dans vos créations, notamment littéraires, des domaines très différents. Évidemment, le patrimoine architectural, entre autres, mais pas seulement, paysager aussi, la gastronomie. Ça a toujours été une nécessité quand même d'explorer et de donner cette exploration du Cantal à vos lecteurs. Oui, complètement, puisque c'est vrai que mes premières productions littéraires étaient vraiment réservées à un cercle d'amis, on va dire, et c'est un petit peu eux qui m'ont poussé à tendre vers des publications. Bien sûr, après j'ai fait des démarches auprès de différents éditeurs, j'ai eu la chance que ces éditeurs accroche à mon travail. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, mon premier ouvrage, disons, qui parlait vraiment du Cantal, était un carnet de voyage sur le Cantal. Et bizarrement, la fois où j'étais allé rencontrer mon éditeur, c'était pour lui présenter un roman. Comme quoi, le hasard, des fois, est très, très surprenant. Et il a en fait craqué sur le carnet de voyage, plus que sur le roman. Et c'est comme ça que
oui, je crois que chez moi, c'est déclenché cette envie de poursuivre ce travail, puisque c'est vrai que j'ai toujours dessiné et écrit, et j'avais des stocks de carnets impressionnants. Voilà. Alors, on le voit à travers cette émission Culture T, que nous on a la chance de traverser le Cantal, et c'est vrai que dans la même journée, j'allais dire, on passe du soleil à la neige, à des paysages très différents. On a l'impression que le Cantal est un petit pays finalement où on peut découvrir mille et une choses. Ah, complètement. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire que le Cantal, c'est vraiment comme une palette de peintre. Alors, aussi bien pour les couleurs, puisque vraiment, on a une gamme chromatique impressionnante, et ce, quelles que soient les saisons. Vous venez en hiver, on a toute cette gamme de blanc et de bleu, voire de violacé qui est magnifique. On vient au printemps, alors on a toute la gamme chromatique des verts vraiment qui est là. Dès qu'arrive l'été, on tend davantage sur des jaunes et des verts plus tendres. Et alors ne parlons pas de l'automne avec nos forêts de hêtres et nos merisiers. Alors là c'est un flamboiement, il n'y a pas d'autre mot. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que le Cantal est si attachant, même si c'est un département qui longtemps a été un petit peu oublié. C'est vrai qu'on n'était pas sur les grandes zones touristiques, nous n'étions pas sur un tourisme de masse. On commence à découvrir le Cantal depuis quelques années quand même, hein, on ne va pas dire que c'est... Mais je crois qu'il y a vraiment ce côté nature et patrimoine privilégié qui est vraiment à découvrir. Et je crois que, bon, via mes modestes peintures et mes modestes textes, c'est aussi une façon de le faire aimer aux autres, puisque le livre et la peinture, c'est aussi une ouverture aux autres. En priorité, une ouverture aux autres, avant d'être une ouverture à soi-même. La peinture, c'est venu un petit peu plus tard, en tout cas, le fait de s'exprimer et surtout de le montrer aux autres? Non, pas vraiment. En fait, j'ai toujours mené les deux activités de pair. Oui, tout à fait. Et où je me complais peut-être le plus, c'est justement quand je suis dans mes carnets. Alors, carnet de voyage, c'est un grand terme, puisqu'on pense toujours aux grands voyages, des carnétistes qui vont... Les grands voyages sont à côté de chez nous, parfois. Exactement. Et en les réalisant, c'est là aussi où j'ai découvert des secrets longuement gardés de nos hautes terres. Et vraiment, c'est peut-être par ce biais-là que je m'exprime le plus profondément. Même si par ailleurs j'ai aussi fait des livres plus historiques ou plus ethnographiques sur la vie rurale. Mais je crois que c'est sous la forme de mes carnets, effectivement, où il y a le plus de moi-même, à quelque part. Alors, je ne sais pas comment on dit au revoir en occitan. Alors, suivant les endroits, on dit Alcoquebe. Alcoquebe. Oui, ou alors Alrebeiri. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Daniel, de nous avoir accueillis. On le disait, il y a un côté mystique parfois dans ce Cantal. Et on va aller maintenant à la rencontre de deux artistes que vous connaissez bien. Ils travaillent ensemble, c'est très rare d'ailleurs hein, dans l'art contemporain. Ghislaine et Sylvain Staelens, ils sont au fond du Cantal, eux plutôt vers le nord. On est allé bien sûr à leur rencontre dans leur petite maison où ils créent des personnages et des univers. Vous n'avez jamais vu ça. C'est parti. All set? Let's go. C'est entouré et avec les éléments que Ghislaine et Sylvain Staelens aiment créer. Après avoir fui la folie parisienne dans les années 90, ils se retrouvent sur ces terres du Cantal qui ont servi de déclencheurs et de révélateurs à leur création. Comme des chercheurs d'or, ils se sont engouffrés dans la nature environnante. On avait un besoin de chercher, de creuser, de regarder, et après on a tout observé tout le temps, le jour, la nuit. Et après on a commencé à assembler. On avait ramené aussi pas mal de bois, de lichen, de choses comme ça. Après on a commencé à faire des petites choses, des petits animaux, des petits châteaux, et après ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Ouais. Au départ on fait des choses assez simples, et puis petit à petit ça s'est compliqué pour arriver à ce que c'est maintenant, quoi. Mais au départ c'était par rapport au bout de bois qui avait une forme de bête ou quoi, on rajoutait la tête après, les pattes après. Mais... Ouais, au départ c'était plutôt comme ça, on voyait une forme dans un bois ou dans une pierre et on se disait tiens, c'était un élément déclencheur en fait. Ouais. Ça nous permettait de démarrer quelque chose. Et petit à petit, au départ on faisait des volumes abstraits et après on s'est mis à faire du figuratif, à faire des petits masques. Et les petits masques, on a rajouté les bras, les jambes, et c'est devenu des personnages, muraux, et après on est passé au socle. Et à faire les socles, c'est passé en volume et en 3 dimensions en fait, hein, puisque avant tout était mural. Du coup, on a même fait des têtes qui sont beaucoup plus rondes, puisqu'avant on partait d'une planche de bois comme un masque en fait. Hein.
Et c'est une évolution, une petite évolution, petit à petit, mais qui va relativement vite quand même, puisqu'on est tous les deux à travailler. Et effectivement, ça relance tout le temps. Ça relance tout le temps. Dans leur création transpirent des influences africaines, océaniennes et finalement une grande part de mystère que l'on retrouve sur ces terres du Cantal. Je crois que le point commun de tout ça, c'est la nature. Que ce soit les arts océaniens, africains, c'est la nature qui fait que la nature du Cantal a renvoyé ce genre d'œuvre aussi, quoi. Enfin bon, bien qu'on aime quand même, mais c'est sûr que ça influe, quoi. Le mystère qu'il y a ici quand il y a du brouillard ou quoi, ça fait ce genre d'œuvre qu'on imagine, je sais pas, au fond d'une case, d'un chemin, je sais pas quoi. Il y a toujours une part de hasard par rapport aux matériaux qu'on va trouver selon ce qu'il y a, quoi. Après, c'est plus calculé, c'est sûr que maintenant on sait vraiment ce qu'on veut faire, si on veut faire un personnage, si on veut faire un cavalier, bon, dès le départ on sait où on va. Mais pendant la construction, il y a une part de hasard obligatoire, due aux matériaux. Due aux matériaux, ouais. Donc, vu qu'on ne trouve jamais les mêmes matériaux, si on veut faire une pièce symétrique, enfin que ça soit symétrique de chaque côté, c'est impossible, à moins de mouler la racine ou la pierre. C'est impossible, donc automatiquement. Donc le hasard intervient obligatoirement. Ouais. C'est sûr que la pièce, quand elle est finie, il y a plusieurs choses qui s'imposent. C'est déjà l'expression, si c'est un personnage, l'expression qu'on veut lui donner, et tout est là aussi, c'est vachement important. Le mouvement. Et ce qu'on appelle le dessin à l'intérieur, tous les petits liens qu'il y a de différents matériaux. Et ça s'impose au bout d'un moment, tout est en place, quoi. Il n'y a rien à ajouter, ça serait trop. Même si on essaye de remettre une petite chose, non, c'est en trop. On le voit, on le sent, en fait, c'est la pièce qui décide. Elle dit ça, elle en veut plus, quoi. Ça va, j'en ai assez. Je sais pas si les ailes, on les remplit un peu ou pas. Faut voir, j'ai peur que ça fasse trop. Sinon, il y a l'option aussi de mettre des pattes en bois. Je sais pas, faut essayer, quoi. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai un lien très intime quand même. Ah oui, très très intime. Quand on travaille, on sent vraiment qu'on a mal au ventre, quoi. Ça nous tord les tripes, les boyaux. Moi, j'ai du mal à travailler si je suis pas énervée. Il y a tout un processus ça va me chercher dans le fond de moi-même. Puis après, ça se calme, ça. Mais bon, je lui parle, je suis un peu folle, on en reparle. On en reparle. Si on n'arrête pas de les porter, de les sortir, de les rentrer. C'est vrai qu'on a un rapport très intime avec, et elles sont protectrices aussi pour nous, quelque part. C'est la fin de votre émission Culture T ici dans le Cantal. Je tenais à remercier chaleureusement les équipes du château de Vixouz pour nous avoir accueillis. Toutes les infos sur votre émission et sur les artistes qu'on a la chance de rencontrer, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve avec ma rubrique bande dessinée dans Métro News. Le vendredi, c'est dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Don't be so sure being actress cause I'm not now. I'm waiting in silence, stuck in time. My flight is caught at the graveyard. Now you go. Oh, won't you stop mourning and complaining? Cause our is breathful when you smile. Another worry that created only rhythm to facade.